Bonjour à tous. Stress, anxiété, découragement, tristesse ou dépression, ce n'est pas toujours évident de distinguer le normal du pathologique. Pourtant, c'est un motif de consultation fréquent en médecine générale puisqu'environ 9% des adultes qui consultent seraient atteints de dépression caractérisée. Je vous propose de réfléchir à la situation d'une patiente de 48 ans, suivie régulièrement en consultation à la suite d'un conflit sur son lieu de travail. Cet échange violent verbalement a déclenché une anxiété majeure qui a justifié un arrêt de travail. Malgré l'arrêt de travail, le suivi régulier en consultation et un accompagnement par une psychologue, l'anxiété persiste. Elle exprime une perte d'envie, des troubles de la concentration et des troubles du sommeil. Et en consultation, elle exprime une grande détresse, elle pleure fréquemment et peine à se projeter dans l'avenir. Au fur et à mesure de la consultation, il apparaît que ses préoccupations ne se limitent pas à son travail. Elle évoque également des difficultés de communication avec son mari et des inquiétudes liées à l'échec scolaire de sa fille. Devant l'aggravation de la souffrance psychologique de cette patiente, les objectifs de la consultation vont être de 1. Évaluer s'il s'agit effectivement d'un épisode dépressif caractérisé et 2. Évaluer la sévérité de l'épisode dépressif, notamment le risque suicidaire. En théorie, les critères diagnostiques d'un épisode dépressif caractérisé sont fixés par la dernière version du DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, le DSM-5. Les critères diagnostiques ont évolué au cours du temps et sont controversés. C'est une référence utile, surtout pour les essais. Ils sont parfois trop rigides pour la clinique et un diagnostic en médecine générale doit être contextualisé en fonction du vécu du patient. Cela dit, c'est un repère à avoir en tête. Au moins 5 des symptômes suivants sont présents, dont au moins un des 2 premiers. Humeur triste pratiquement toute la journée et ou perte de l'intérêt ou du plaisir pour presque toutes les activités, quasiment toute la journée. S'y ajoute une modification significative de l'appétit ou du poids en l'absence de régime, une insomnie ou une hypersomnie, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, de la fatigue ou perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée, une diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou une indécision, des pensées de mort récurrentes ou des idées suicidaires. Les symptômes persistent plus de 2 semaines consécutives. L'épisode n'est pas imputable aux effets d'une substance ou à une autre infection et les symptômes induisent une détresse ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. En médecine générale, c'est rare que les patients arrivent en consultation en disant qu'ils sont déprimés. Les motifs de consultation sont surtout une tristesse, des troubles du sommeil, de la fatigue ou souvent des symptômes somatiques inexpliqués chez 40% des patients qui sont déprimés. Donc établir un diagnostic de dépression, ça nécessite de prendre du temps et ça nécessite une disponibilité pour écouter le patient. Pour cela, il est utile de le laisser s'exprimer, de respecter ses silences, de reformuler ses propos pour s'assurer qu'ils ont bien été compris, d'accueillir ses ressentis sans porter de jugement. Il y a la possibilité d'essayer d'écarter le diagnostic de dépression à l'aide de 2 questions. La première, au cours du dernier mois, avez-vous souvent été triste, déprimé ou désespéré? Ou une deuxième, au cours du dernier mois, avez-vous souvent été gêné par un manque d'intérêt ou de plaisir à faire les choses? En cas de réponse négative aux 2 questions, cela permet d'écarter le diagnostic de dépression avec peu de risque d'erreur. 95% des patients ayant eu un épisode dépressif caractérisé a répondu oui à au moins une des questions. 65% des patients n'ayant pas de dépression ont répondu non aux 2 questions. En médecine générale, le plus souvent, les échanges répétés sur plusieurs consultations permettent de recueillir des éléments qui mènent au diagnostic de dépression. Il existe des outils structurés, notamment le PHQ-9, Patient Health Questionnaire, qui consiste à calculer un score à partir de 9 questions. Au seuil de 10, la probabilité de dépression est forte, d'environ 88%. C'est un outil d'orientation et non un critère absolu. L'idée est de s'assurer que on ne confond pas avec un autre problème de santé qui sont à rechercher, notamment d'autres troubles psychiatriques, le trouble bipolaire,
notamment. Il faut rechercher des antécédents d'épisodes maniaques qui ont duré au moins pendant 4 jours avec de l'hyperactivité, de la désinhibition ou des troubles psychotiques, hallucinations ou propos délirants. On peut aussi rechercher la prise de toxiques, notamment de nombreux médicaments causent ou aggravent des dépressions, en particulier les épileptiques, des neuroleptiques, les corticoïdes, les rétinoïdes, les œstroprogestatifs. L'usage, la dépendance ou le sevrage à des substances psychoactives causent parfois des dépressions, l'alcool, la cocaïne, opioïdes, etc. La dépression peut aussi être secondaire à une affection somatique, hypothyroïdie, maladie de Cushing, insuffisance surrénale ou des maladies neurodégénératives. Il faut aussi penser à l'apnée du sommeil qui peut provoquer une fatigue à l'origine d'un sentiment de dépression. Pour éliminer une affection somatique, l'examen physique est nécessaire et un bilan sanguin complémentaire est parfois justifié. Un petit pas sur le côté pour apporter une petite nuance critique à cette approche traditionnelle qui utilise des scores totaux de symptômes. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail les symptômes associés avec la dépression, une étude chez environ 3700 patients a montré que les symptômes étaient à l'origine d'une altération du fonctionnement quotidien très variable en fonction des symptômes. Par exemple, la tristesse, sad mood, contribue de manière unique à environ 21% de la variance expliquée de l'altération, tandis que l'hypersomnie ne contribue qu'à 1%. Cette étude suggère que la nature du symptôme est peut-être plus importante que sa seule sévérité. Cela souligne vraiment l'importance d'un entretien approfondi pour évaluer l'impact réel des symptômes sur le quotidien des patients. Le deuxième point important, c'est d'estimer le risque du suicide. Pour estimer le risque suicidaire, poser des questions directes aux patients ne semble pas augmenter le risque de passage à l'acte et semble bien accepté si l'entretien se fait dans un climat de confiance. L'évaluation des idées et de l'intention suicidaire doit inclure les éléments suivants: le début, la durée, l'intensité, la fréquence de ces idées suicidaires, l'imminence du passage à l'acte, le comportement préparatoire à la concrétisation du passage à l'acte et de ses conséquences, la recherche et l'accès à des moyens létaux. Il est recommandé de tenir compte du contexte social, environnemental, culturel, d'une situation d'instabilité ou de survenue d'événements de vie particuliers, de désinsertion ou de solitude, d'un entourage proche pathogène, voire une ambiance de contagiosité suicidaire. Il est également utile de rechercher la présence de facteurs de protection, raisons positives de vivre, soutien social fort. En cas de doute, il est possible de se faire aider par des professionnels qui sont joignables 24 heures sur 24 au 31 14. Lorsque le risque paraît élevé, une hospitalisation en urgence est à envisager via le 15. Revenons à la situation clinique. J'apprends que la patiente a un antécédent de burn-out avec un arrêt de travail pendant 1 an ayant mené à une reconversion professionnelle. Elle n'a pas de troubles somatiques associés, pas de consommation de substances psychoactives. Elle a un deuil familial violent récent, pas d'idée suicidaire, mais mourir serait une solution pour mettre un terme à sa souffrance. La dérumination anxieuse récurrente autour du travail. En pratique, il me semble qu'il s'agit d'un épisode dépressif caractérisé qui nécessite un suivi rapproché. L'idée est de lui demander son avis sur cette hypothèse diagnostique en lui montrant comment les symptômes dépressifs ont un impact fort sur son fonctionnement actuel. Par exemple, lui expliquer que sa dépression génère des troubles de la concentration et gêne à la prise de décision concernant son travail. La patiente me dit qu'elle ne pense pas être déprimée et qu'elle pense que son état est uniquement réactionnel aux violences verbales qu'elle a subies sur son lieu de travail depuis des années, que la situation est totalement injuste. J'entends et je comprends sa position et je lui propose de la revoir dans 1 semaine, qu'on se mette d'accord sur les objectifs de soins. Avec son accord, je prends contact avec la médecine du travail et sa psychologue, en demandant à la psychologue s'il est possible d'intensifier le suivi. Je lui propose d'envisager peut-être un suivi par un psychiatre. Je l'incite à essayer de reprendre une activité sportive 2 à 3 fois par semaine. Je lui redonne le numéro 31 14 qu'elle peut contacter 24 heures sur 24 en cas de majoration de ses idées suicidaires et je prolonge son arrêt de travail. Cette situation me semble difficile à accompagner parce que malgré le suivi rapproché, les symptômes de cette patiente ne cessent de s'aggraver
et demandent de plus en plus de temps en consultation. Et après des échanges avec la médecine du travail et les psychologues, nous partageons les mêmes difficultés. Nous convenons que ce temps est probablement nécessaire et qu'il est utile de rester en lien rapproché. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos remarques et vos suggestions. N'hésitez pas à vous abonner. J'aborderai dans une prochaine vidéo les traitements médicamenteux que j'ai proposés à cette patiente, refaire un petit regard critique sur les médicaments dans la dépression sévère. Les références que j'ai utilisées pour cette vidéo sont disponibles en description, notamment le très bon texte de la revue Prescrire, Dépression chez les adultes, prendre le temps pour ne pas méconnaître ni étiqueter à tort les patients. Un grand merci, à très bientôt.